Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là. Je suis ravie qu'on puisse passer ce temps ensemble. Il fait déjà chaud dès 9h05 du matin, je suis d'accord. Merci d'être là pour ce format un peu hybride, un peu particulier. Chaque année aux ET, on essaye de plus en plus d'aller sur des formats plus participatifs, plus engageants également. Vous l'avez vécu pour certaines d'entre vous mardi après-midi, notamment au travers des fresques. Je vous regarde pour rien puisque vous n'étiez pas là. Mais c'était super. Moi, j'ai eu des retours des deux fresques de la ville et du sexisme, ça avait l'air super. Je me permets, bonjour, je me permets de me présenter très rapidement avant de passer la parole à mes invités, que je remercie vraiment infiniment d'être là. Je suis très très fière d'être à vos côtés ce matin. Donc, je m'appelle Laurent Giuliani. J'ai quelques différentes activités, métiers, cordes à mon arc. En l'occurrence, ce dont je vous parle en quelques mots ce matin, c'est du fait que je fais partie de l'équipe de rédacteurs et rédactrices du blog itourisme.info, blog dans lequel je m'intéresse souvent au sujet des futurs, soit au travers d'articles de fond, soit au travers de courtes nouvelles de design fiction. Et pour creuser cette question, je vous invite à aller vous abonner à la newsletter de Noémie Aubron, ici présente, newsletter qui s'appelle Futurs. Noémie, c'est un peu mon maître Yoda du futur, hein, clairement. Voilà. Donc, vous avez un peu... Oui, je sais. Mais tu ne rougis pas, tu t'en sors très bien. Voilà, juste pour dire que moi, ce que je trouve super en se projetant dans la fiction, bonjour, en se projetant dans la fiction, c'est que ça nous permet finalement de s'autoriser, de se permettre de matérialiser des futurs possibles, voire plutôt souhaitables en l'occurrence. Et ça nous permet finalement progressivement de modifier en douceur nos imaginaires collectifs. Et vous verrez que c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis par ailleurs, les sujets qui sont liés à l'inclusion me tiennent également à cœur. Raison pour laquelle on a la chance d'accueillir Alexia hier et aujourd'hui. Donc vous avez, je pense, tous et toutes assisté hier à l'intervention hier matin de Noémie sur la question des futurs et à celle d'Alexia sur la question du racisme ordinaire. Donc aujourd'hui, on va faire synthèse, mais de façon plus engageante sur ces sujets, évidemment sous la houlette d'Alexia et Noémie. C'est vrai que on peut entendre dans les couloirs que ça peut paraître surprenant que les ET s'engagent sur des sujets plus de société et peut-être moins tourisme. Pour autant, on pense très fort que finalement le tourisme n'est qu'un reflet de notre société, que notre industrie, elle porte aussi la responsabilité, une responsabilité en matière sociale, sociétale, etc. Voilà la raison pour laquelle on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble. Vous êtes tous avec vos éventails, j'ai l'impression d'être en Espagne au mois d'août. Mais je vous en prie, je ne maîtrise pas la clim. Voilà, donc je vais laisser mes deux invités se présenter. Peut-être on va commencer avec toi, Noémie, comme ça, Alexia, après, tu pourras enchaîner sur ce qu'on a appelé le cadre de discussion, qui est un peu les règles du jeu de notre bac à sable commun pour cette heure à venir. Voilà, je vous passe la parole. Merci encore à vous d'être là. Noémie, c'est à toi. Bonjour à tous et puis merci Laurence pour cette invitation à du coup vous proposer un atelier qui projette dans ce que pourrait être le vivre ensemble demain. On a pris beaucoup de plaisir à travailler cet atelier ensemble. Juste pour dire quelques mots sur moi, donc, je m'appelle Noémie Aubron. Voilà, je suis la fille bizarre hier qui a parlé de prospective, d'incertitude et de joie, des choses peut-être un peu bizarres qui vont ensemble, en tout cas d'optimisme. Et voilà, un de mes gros dadas dans la prospective, notamment pour essayer de rendre le futur un peu plus concret, c'est de travailler sur de la fiction, fiction prospective, et puis ce qu'on appelle aussi le design fiction. Donc comment est-ce qu'on concrétise dans nos esprits les conséquences possibles du changement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire du coup aujourd'hui ensemble sur les directions possibles du changement du vivre ensemble, et puis à quoi ça pourrait ressembler. Donc on vous a proposé plein de petits bonbons du futur à déguster aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On s'est effectivement pour certaines d'entre vous vus hier. Je crée des conversations que j'espère être apaisées et constructives, qui en général sont inconfortables mais essentielles, sur des sujets qu'en général on préférerait éviter, et puis à la fin
l'heure ou la demi-journée, la journée qu'on a passée ensemble, les gens ils disent « Ah ben finalement, on a réussi à en parler et personne n'est mort et l'entreprise n'a pas pris feu, tout ça. » Donc voilà le challenge auquel je me livre tous les jours avec beaucoup de bonheur. Et effectivement, ce matin, avec une dimension prospective à laquelle je suis moins habituée. Donc c'était très chouette d'avoir Noémie avec moi pour apporter cette dimension-là. C'est bon, vous êtes prêts et prêtes à nous suivre dans le futur? Vous avez bu un café ce matin? Vous êtes, non, je ne demande pas si vous êtes chaude. Vous l'étiez hier sur la piste de danse, ce matin, on ne sait pas. Mais on va essayer. Bon, bah alors c'est parti. Un mot sur le cadre de discussion, ouais. Et donc, pour avoir une conversation réussie, on s'est dit que c'était bien d'avoir un cadre de discussion. Alors dans le mot cadre, souvent on entend un truc rigide, mais en fait c'est une proposition qu'on vous fait et que vous avez le droit de compléter s'il y a des éléments qui manquent ici et qui vous permettraient d'être parfaitement à l'aise dans l'heure qui va venir. Donc l'écoute évidemment de ce que les autres participants et participantes vont pouvoir poser, y compris si ça ne correspond pas forcément à ce que vous pensez, y compris si ça ne vous plaît pas, mais le respecter comme étant un point de vue différent du vôtre. Le non-jugement, donc suspendre, pas arrêter de se juger, ça c'est difficile, mais en tout cas au moins pour une heure, là, essayer de suspendre notre tendance naturelle à se juger soi déjà, en se disant « Ah, qu'est-ce que je suis une bonne personne quand je dis ça ?» ou au contraire « Oh là là, mon Dieu, 100 coups de fouet pour moi-même ce soir quand je rentre ». Et puis évidemment le jugement vis-à-vis des autres aussi, on plaque des étiquettes. T'as entendu le mot qu'elle a prononcé, c'est terrible. Donc on essaye de suspendre ça. Si vraiment ça vous gratte trop et que vous avez trop envie de dire un truc, écrivez-le sur un bout de papier, vous mettez dans votre poche, il attend 1 heure et vous le sortirez après. La présomption de bienveillance, alors bienveillance, mot galvaudé évidemment, qu'on entend partout, qu'on attend des autres toujours, hein, j'espère qu'ils seront bienveillants avec moi, et on se demande un peu rarement si nous on l'est avec les autres, alors c'est difficile, mais la présomption de bienveillance, c'est l'idée que si quelqu'un, pendant cette heure, utilise un mot que vous n'auriez pas utilisé, par exemple, pour décrire la même chose, je ne sais pas, peut-être que vous mettez des points médians dans vos phrases, et y a quelqu'un qui va faire une phrase et qui ne va pas en mettre, enfin voilà, ce genre de choses, et vous ne le prenez pas personnellement. Okay, vous respirez un grand coup, et vous vous dites que ça n'est pas personnel, et que cette personne ne s'est pas levée le matin spécifiquement pour vous emmerder en utilisant ce mot-là. Okay ? Maintenant, si la personne, 14 fois pendant l'atelier, utilise ce mot en vous regardant dans les yeux, alors que vous avez bien dit que vous ne l'aimez pas ce mot-là, je vous autorise à penser que c'est personnel. Okay ? On peut organiser un duel à la fin de l'atelier. Ça peut être chouette. On a une bonne agora là. On peut faire un duel ici, ça peut être très mais je pense qu'il y a une petite mare debout juste là. Derrière. On peut faire un truc sympa. Mais sorti de ce cas précis, on part du principe que c'est ce que vous voulez. De l'ignorance, de la maladresse, une divergence, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, rien de perso. Ça vous va? Vous pensez que vous pouvez tenir? Si vous avez besoin de café, vous avez le droit de sortir, aller chercher un café et revenir. Parler en son jeu, parce qu'on va être sur des sujets sociétaux. Donc, on a tendance à dire, ce que je viens de faire là, on sait tous que, tout le monde sait que, ça nous est déjà tous arrivé. Voilà, essayez de se rappeler. Je dis essayez parce qu'on ne va pas vous reprendre, évidemment. Voilà, y a pas de... Si à un moment on fait comme ça veut dire que vraiment vous avez fait beaucoup de on et qu'on essaye de vous dire parle en jeu. Mais sinon, essayez de se rappeler que mon vécu est différent de celui du voisin et de la voisine. Donc quand je dis quelque chose, je rappelle que c'est mon expérience, que c'est mon émotion, que c'est ma réflexion. Et évidemment, la confidentialité, je ne sais pas à quel point vous vous connaissez toutes et tous, mais vous êtes appelés à vous recroiser peut-être ici l'année prochaine. Donc si jamais, pour les besoins de l'exercice, vous devez évoquer une situation, essayez de l'anonymiser autant que possible. Donc pas de prénom, pas de nom, pas de lieu, enfin voilà, tout ce qui va nous aider collectivement à tenir cet engagement de confidentialité parce que le monde est toujours plus petit que ce qu'on voudrait. Est-ce que ça vous va comme règle? Ouais, moi j'ai un dernier truc là sur la confidentialité, parce qu'en fait on est filmé, donc... Ah mince, ok. Donc ce que je viens de dire, on a oublié ce que je viens de dire. Alors c'est-à-dire que bon voilà, non mais du coup pour moi c'est une vraie question et vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant, vous pouvez y répondre à la fin, mais en fait donc l'équipe de Jérôme est là pour c'est l'équipe de Jérôme et voilà, donc en fait nous on trouve super de garder trace des échanges, donc il y a tout ce matériel qui est en place pour le faire. Maintenant, si au début ou à la fin de l'atelier, vous venez me voir et vous me dites « Franchement, c'est chaud », on n'a pas encore dit ce mot-là ce matin de safe place, mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'ici, on est dans un espace qui est sécurisé pour chacun, chacune, et que si à un moment, on se dit « En fait, on n'a pas du tout envie que ça soit capté », c'est OK, c'est pas capté, et ça restera à tout jamais dans cette salle Alphand, un 16 octobre 2024.
voilà, moi je m'y engage en tout cas, et voilà. C'est OK? Ça va? Super? Ça va pour vous? Merci. Il se demande ce qui va se passer. Il va se passer un voyage dans le temps. Bonjour. Je vous invite à pas vous mettre tout à fait... Bonjour Laurent-Pierre. Je vous invite à vous mettre plutôt près de nous que loin, puisque voilà, l'idée c'est bien qu'on puisse engager des conversations ensemble. Même ici en fait, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est fait pour que vous c'est pas du tout intimidant, fait. Alexia, ça. Oui, donc on va faire un voyage dans le temps. Donc vous le savez, on fête les 20 ans. On vous a parlé de prospective et de futur, mais l'exercice de cette édition un peu spéciale nous demande de faire un petit back forward en 2004. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on disait il y a 20 ans sur ces sujets-là qu'on va évoquer ensemble ce matin. Et donc on s'est... amusé, pas du tout amusé en fait, parce que c'était assez angoissant. En fait, je vais pas, je pense, faire de commentaires, puisque voilà, le retour en 2004, le type de communication auquel on pouvait assister. Je vous laisse en prendre connaissance par vous-même. Et puis moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour en 2024 quand même, parce que je me suis dit, tiens, on a encore quand même voilà, un ministre de l'Intérieur qui nous parle des belles heures de la colonisation. Et puis on a encore voilà, des réflexions qui sont faites dans notre Assemblée nationale, notre Maison du Peuple, en 2023. Voilà. Donc après ce rapide passage en 2024, on va pouvoir continuer à essayer de faire un petit état des lieux, et je vais trop vite dans les slides et je m'en excuse. Je vais repasser la parole et la commande à Alexia, qui va vous proposer voilà, de faire ensemble un petit état des lieux de ce qu'on croit, ce qu'on voit de nos croyances, en fait, je crois, sur... Bon, allez, vas-y. C'est pour ça que je demandais si vous avez tous et toutes pu prendre un café. J'en ai pris 2. Ok, on se fait un petit quiz pour se mettre en jambes. Ça vous va? Top. Alors, première question. À votre avis, quel pourcentage de Français et de Françaises se déclarent non blanches? Vous diriez quoi, vous? On va faire un beau sondage à main levée, voyez, avec les moyens de la technologie la plus moderne. Qui dirait moins de 5% dans la population française? Ok. C'est un petit quart à peu près, un quart, un cinquième de l'Assemblée. Qui dirait entre 10 et 20% de personnes non blanches dans la population française? Ok, à peu près la même proportion. Et qui dirait plus de 20% de personnes non blanches? À peu près la même proportion, donc tout le monde n'a pas voté. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une partie d'entre nous qui est en mode trop fatigué et flemme et j'en sais rien, et c'est un peu chelou cette question, mais c'est très bien. On va aussi chercher ça. Ces inconforts, ça gratte, c'est je ne sais pas. Les discussions commencent à être intéressantes quand on dit je ne sais pas ou quand on dit ça dépend. Là, ça commence à être chouette parce qu'on peut partir dans plein de sens, dans plein de directions possibles. Très rapidement, dans les personnes qui n'ont pas voté ou tout simplement qui ont peut-être hésité un peu avant de voter, c'est quoi les hésitations? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez et qui font que vous n'avez pas répondu ou que vous n'êtes pas très sûr? C'est dans quel contexte que vous dites ça? Ça peut se poser comme question. Dans quel contexte? Quel pourcentage de Français se disent non blancs? En fait, je ne me suis jamais posé cette question-là. C'est dans quel contexte qu'est posée cette question pour avoir ce sondage, en fait? Ah, d'accord, ok. À la deuxième question, ça va être un peu plus clair. À la troisième, complètement. C'est vrai qu'on vous plonge un peu, on vous prend un peu comme ça, quoi. C'est vrai. On va parler de sujets d'inclusion. On va parler pas mal de diversité ethno-raciale. Pas que, mais pas mal de celles-là aussi. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on essaye de savoir combien de nos compatriotes ou congénères sont pas blancs. Et c'est forcément... Oui, et c'est se disent... Oui, c'est se disent parce que bah oui, c'est les gens qui se définissent en fait. C'est-à-dire que soit on met des caméras partout et on regarde à la couleur, mais alors bon, il faut que les caméras elles soient extrêmement intelligentes parce que parfois dans le nuancier de couleur de peau, enfin voilà. Donc sinon on leur demande en fait, voilà, comment elles se définiraient elles. Ok. Pourquoi je vous demandais s'il y avait des questions que vous êtes posées? Parce que vous avez peut-être ça en tête, mais vous ne l'avez pas dit, ou alors vous n'y avez pas pensé. Mais la question des statistiques ethniques dans notre pays, et donc dont on entend beaucoup qu'elles sont interdites. En fait, elles ne sont pas interdites, mais elles sont extrêmement encadrées. En vrai, on a le droit de demander aux personnes dans quelle
origine ethnique, elle se classe. On a le droit de poser cette question-là. Il faut que le process soit très, très, très bien anonymisé et il faut faire une déclaration à la CNIL. Autant dire que du coup, personne n'a envie de s'y risquer. Et puis, bon, ça fait des années qu'on entend que c'est interdit, que c'est hyper chaud, tout ça, donc personne ne le fait, finalement. Mais ça n'est pas strictement interdit. Bref, pour mettre fin à ce long suspense, la réponse, globalement, c'est ça, entre 10 et 20. Donc, vous voyez, c'est la réponse la plus précise de la Terre. Okay, entre 10 et 20% à peu près. Et donc, je vous ai mis 2 sources. La première, c'est un sondage qui a été fait, une enquête du CRAN, ou du CRAN, je ne sais pas comment on dit, donc qui est le Conseil représentatif des associations noires en France, qui a demandé à des gens, qui a fait une enquête, qui a demandé à des gens, comment vous vous considérez, est-ce que vous vous considérez comme blanc ou non blanc? Et donc il y a 10% des répondants et des répondantes à cette enquête qui ont dit non blanc. Et plus récemment, dans une enquête du défenseur des droits, enfin, en ce moment c'est une défenseur des droits, qui posait la même question, on a 73% des personnes qui se disaient blanches, on a 15% des personnes qui se disaient non blanches et on a 14% de personnes qui ne souhaitaient pas répondre. Et si vous êtes suffisamment réveillé pour faire une somme, vous voyez qu'on a plus de 100%. C'est parce qu'il y avait plusieurs réponses possibles. Donc on pouvait dire je suis noir et je suis arabe. Alors sur les personnes blanches, c'était écrit blanc exclusivement pour le coup. Donc, mais sur toutes les autres, on pouvait cocher plusieurs cases et on pouvait aussi dire je n'ai pas envie de répondre, évidemment. Voilà, d'où mon 10-20%. Pour vous donner une idée de la magnitude de ce dont on parle, quand on parle de sujets d'inclusion, est-ce que je suis représenté dans une campagne de promotion d'une destination, etc., de combien de gens on parle? Est-ce que c'est epsilon? Et bon, voilà, c'est 3%, ça veut pas dire que... Enfin, je veux dire, 3%, ça fait quand même quelques personnes, mais je veux dire, voilà, est-ce qu'on peut se permettre de dire, allez, j'ignore ou j'ignore pour l'instant, ou est-ce que en fait, c'est quand même une masse critique? C'est ça le contexte. Deuxième question. Les personnes noires, si cette fois-ci on regarde la population américaine, parce qu'évidemment je n'ai pas, j'ai pas la stat ou moins de stats pour la population française. Pour la population américaine, les personnes noires, elles représentent 13,6%. Vous voyez, eux, ils sont ultra précis, parce qu'évidemment, ils le mesurent. Quelle part du marché américain de tourisme, là on parle de tourisme domestique, représente ces personnes-là, à votre avis? Qui pense que c'est 10%? Ok, presque la moitié d'entre vous. Qui pense que c'est 13%? Donc presque ISO, ok, 6-7 personnes. Et qui pense que c'est 18%? Ok, une personne. Très bien. Donc la bonne réponse, c'est ça, c'est 13%. Okay, donc ces personnes noires, elles représentent à peu près 14% de la population et elles pèsent à hauteur de 13% dans le marché du tourisme, uniquement du tourisme intérieur, domestique. Okay, donc ça représente 109 milliards de dollars en 2019. En tourisme de loisirs, et c'est le segment qui affiche la plus forte croissance ces dernières années dans le tourisme domestique américain. Donc là, on vous a posé quelle part de la population ça représente, et là, on vous pose aussi quelle part de marché ça représente. S'il faut parler de chiffres, de performances, etc., essayez de chiffrer un petit peu ça. Et ensuite, j'ai une question pour vous, un peu personnelle. Est-ce que la peur de subir des discriminations raciales entre en jeu quand vous décidez de partir en vacances? Vous avez peut-être déjà réservé là pour la Toussaint, vous savez peut-être si vous bougez à Noël ou pas, vous êtes peut-être en train de vous dire tiens, à Pâques, on irait bien à tel endroit. Est-ce que dans les questions que vous êtes posées, à part est-ce qu'il y a une piscine, un jacuzzi, du chauffage, un extérieur pour les enfants, ce genre de choses, est-ce qu'à un moment vous êtes aussi dit est-ce que c'est un endroit où on ne va pas me regarder un peu, de façon un peu chelou à cause de la couleur de ma peau? Pour une raison inexpliquée et inexplicable, je vais commencer par la droite. Qui se pose toujours cette question? Qui se pose souvent cette question? Oui, carrément. Avec sexisme dedans, Oui, voilà, destination pour les femmes, enfin voilà, non, la sécurité. Discrimination raciale, d'accord, ok. La fille rigide, non, discrimination raciale ce matin, uniquement. Qui se pose parfois cette question? Je suis horrible. C'est super safe. Parfois, très bien. Donc deux personnes dans l'assemblée et qui ne se posent jamais cette question. Ok, là vous avez l'air d'avoir été plus honnête que sur la première question, j'ai l'impression que tout le monde a répondu. Ok, très bien. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu. L'insécurité physique et la discrimination raciale sont les premières préoccupations et les premières contraintes des personnes britanniques, noires et asiatiques quand il s'agit de choisir une destination de voyage. C'est un chiffre de 2021. Donc, selon qu'on est dans la norme ou dans la marge, d'un point de vue racial, parce que c'est notre sujet de là, eh bien, c'est une question centrale, ça n'est pas une question du tout. Okay, avant de rendre la parole à mes camarades, juste sur cette question-là, on est en train de toucher à la notion de privilège.
clairement. On est aussi en train de toucher à la question du marché. On est en train de parler de votre clientèle. Okay, on dit 10 à 20% de la population française. En termes de marché, quelque chose dans ces eaux-là peut-être. Et on dit ces gens-là, si je veux les attirer dans ma destination, manifestement dans les questions qui se posent pour savoir s'ils vont plutôt en Charente-Maritime ou plutôt à Bordeaux, et ben il y a ce truc-là qui rentre en jeu en fait. Okay, et donc pour la partie privilège, ne sortez pas d'ici en vous disant mon Dieu c'est terrible, je suis une mauvaise personne parce que moi je me pose jamais cette question-là. Et il y a des gens que ça empêche de dormir. C'est un fait, maintenant vous le savez, mais ce n'est pas une raison pour s'auto-flageller en sortant d'ici. En revanche, vous pouvez vous dire, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Là, ça devient intéressant. Ok, on continue. Non, c'est encore un tour Alexia. C'est En encore un fait, oui, voilà. Ah, mais Juste petite transition parce que ce que tu dis, Claire et Christophe peut-être aussi, c'est qu'il y a peut-être un moment où on commence à toucher quelque chose qui s'appelle l'intersectionnalité, où on se rend compte qu'en fait, il y a des violences qui sont faites, là on parle vraiment d'un point de vue ethno-racial, et de se dire que, en fait, oui, le sexisme, on en a parlé hier, oui, les violences faites aux personnes LGBTQIA+, oui, les violences qui sont faites aux vivants, tout ça est une espèce de combat assez partagé. On pourrait passer des heures dessus, ça si vous voulez, c'est ce soir, moi je serai encore là, donc... Voilà. Avant de partir en 2034, on s'est dit que toutes les trois, on s'est dit que ce serait chouette de se faire un petit point vocabulaire et de dire mais alors, Jamy, quand on parle des personnes racisées, comment on fait? Alexia Jamy, appelez-moi Jamy. Oui, parce que sur ces sujets, enfin bon, personne ne m'a vu hier, mais la question de l'inconfort autour de ces questions-là, comment on en parle, il y a une question sur le fond. Voilà, de malaise, de machin. Et puis il peut y avoir une question aussi vraiment sur la forme en fait, sur plein d'expressions plus ou moins nouvelles qu'on ne connaissait pas et donc on ne sait pas trop ce que ça signifie, on ne sait pas ce qu'on peut employer, pas employer. Et du coup on se dit je préfère ne pas en parler. Et puis parfois la version de ça c'est on ne peut plus rien dire, mais qui veut signifier plein de choses, mais qui peut signifier j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas le mot, j'ai pas les concepts, j'ai pas les notions et du coup c'est pas agréable pour moi comme conversation. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit point vocabulaire. Sur ce qu'on a posé là, et que vous êtes évidemment invité à compléter s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, c'est le moment. Hein. Si vous avez des questions, on est entre nous, il n'y a pas de bonnes, mauvaises questions, il y a pas de, vous voyez, on a posé un cadre, donc vous pouvez y aller s'il y a d'autres choses que vous voulez préciser. Est-ce que là-dedans, il y a des trucs qui vous dites, ah ça je sais, ça je connais? Oui? Quoi par exemple? Racisme ordinaire, personnes racisées, microagression, il n'y a que personnes asiatiques je connais pas. Ok, ça marche. Merci. Les autres personnes? C'est à peu près ça? Asiatique T, vous connaissez pas? Ok. D'autres choses? Pour le coup, moi, noir ou black, je trouve que c'est une vraie question que je me suis déjà posée. Je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à ça. Est-ce que c'est plus ok de dire noir ou black? Ok. Et alors, t'es pas certaine, du coup, comment tu gères le truc? Alors les jours pairs, je dis noir. J'ai l'impression de ce que j'ai lu que c'est mieux de dire personne noire, mais du coup j'ai toujours un doute sur ce truc-là. Donc j'aurais tendance à dire plus personne noire, mais parfois j'ai l'impression que ça met mal à l'aise les personnes en face quand je dis ça. Et quand tu dis, pardon, du coup tu dis elle m'affiche, j'aurais pas dû parler, mais non, je ne s'affiche pas du tout, on est dans une conversation. Et quand tu dis j'ai l'impression, c'est quoi? C'est que les personnes elles te le disent, ou c'est tu vois du non-verbal qui te fait penser? Je pense que c'est plus le non-verbal et le fait que ces personnes-là en face vont être plus à l'aise de dire black. D'accord, ok. Donc toi tu as une expérience où tu discutes avec des personnes noires qui elles utilisent le mot black? Pas les personnes noires, des personnes blanches. D'accord, ah ok, d'accord. Oui, j'avais pas compris ça. Il y a Très bien. une question de génération aussi, à qui on s'adresse en fait. Ok. Moi j'ai 45 ans passés et j'ai toute ma vie dit black parce que c'était cool de dire black en fait. C'est le mot, et puis c'était le mot justement non raciste en fait. On disait pas arabe, on disait maghrébin, enfin voilà, et tout ce vocabulaire-là. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a un changement, et donc je pense qu'en fonction de mon interlocuteur, effectivement, je ne suis pas toujours à l'aise à savoir quel mot je vais utiliser. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes blanches qui sont mal à l'aise avec le terme noir. Ok, hyper intéressant, merci pour cette contribution. Et il y avait juste ça me fait penser à la campagne Black, Blanc, Beurre. Et je pense qu'il y a un truc aussi là-dedans, c'était un slogan anti-raciste. Du coup, ça a créé un espèce de truc. De terme.
Oui, pardon. Oui, moi je rejoins ce qui vient d'être dit. Pour moi, il y a une question de génération. J'ai un garçon de 20 ans et moi j'ai toujours employé le mot black parce que justement pour moi c'était plutôt positif et qu'il y avait un égard dans ce mot-là. Et quand je dis black à mon fils, il me dit mais maman, non, en fait noir. Et donc c'est très étonnant et déstabilisant. D'accord, ça marche, merci. Et j'avais l'impression que quelqu'un d'autre voulait... Non, oui Oui, ça me fait penser aussi au fait de désigner la personne par sa couleur de peau. Où aujourd'hui, je ne sais pas encore comment gérer ça. Enfin, moi, par exemple, je dis noir, mais est-ce que, par exemple, quand je dois décrire quelqu'un, quand c'est une personne blanche, je ne précise pas qu'elle est blanche, alors que quand c'est une personne noire, je précise qu'elle est noire. Et je ne sais pas comment gérer ça aujourd'hui. Génial, hyper intéressant, je vais répondre là-dessus aussi. Vous avez soulevé plein de points, je vais essayer de répondre à tous. Si j'oublie des trucs, vous me dites, Alexia, t'as pas... Attends, j'arrive. Voilà, c'est bon. Yes. Non, parfait. Moi, en plus, c'est juste une blague. C'est mon fils, Claire, du coup, on parlait. Vas-y, mon fils de 7 ans, et on disait, enfin, je sais plus, je dis, ah oui, le petit garçon qui est noir, qui est dans ta classe, il me dit, non, il est marron. Il n'est pas noir. Et techniquement, il est plus proche du vrai que nous, effectivement. Ouais. Vous êtes plutôt beige et je suis plutôt marron. Oui. Il y a une question de société aussi. Moi, j'ai vécu et je suis mariée avec un Québécois, depuis 10 ans au Québec. On n'a jamais employé le mot noir ou black, ou surtout sur Montréal, il y a une diversité, j'en ai de partout. Et plutôt, on va parler du pays d'origine, ou la région, mais jamais j'ai entendu qualifier quelqu'un par sa couleur de peau là-bas. Okay. Hyper intéressant, merci. Ça nous donne aussi un éclairage sur ce qui se fait à d'autres endroits. Ok, super. Merci à toutes et tous pour les contributions. Alors, de manière générale, moins je donne de règles rigides et mieux je me sens. Donc sur le noir ou black, du coup je suis un peu embêtée. Effectivement, on a beaucoup dit black à une époque, beaucoup lié aussi à ce slogan, effectivement, black, blanc, beurre, avec l'idée que, alors plein de choses, enfin, vous voyez, sur l'histoire qu'on se raconte en fait, avec une connotation effectivement cool. Quand tu as dit tout à l'heure c'est cool, je me suis dit ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est un mot anglais, ça fait, voilà, donc c'est cool en fait. Et aussi avec l'idée que si on dit noir, c'est presque déjà raciste en fait, il y a une espèce d'inconfort autour de ce truc-là. Et effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se renverser ces dernières années, avec des personnes qui disent mais je comprends pas pourquoi tu contournes le truc. Quand moi je parle de toi, je dis pas que tu es white en fait. Donc pourquoi on peut dire blanc et on peut pas dire noir? Mais plus que de vous dire voilà, il faut dire ça, c'est ça qui est bien, ça qui est pas bien, j'essaye d'abord de poser voilà ce qui se passe dans les têtes voilà, des personnes qui disent noir et puis dans les têtes des personnes qui disent black. Juste pour comprendre aussi, et il y a un vrai truc effectivement générationnel. Et donc cette question du vocabulaire, c'est pour ça qu'elle crée c'est pour ça qu'elle est difficile en fait, parce qu'on dit bah, moi ça fait 20 ans que je fais cette blague et puis là on me dit que non, ça fait 10 ans que j'utilise ce terme et là on me dit que non, etc. Donc juste déjà pour comprendre ça. Donc il y a vraiment en fait ce qui est sorti un peu dans le débat ces dernières années, c'est vraiment prendre conscience du fait qu'il y a un évitement derrière l'emploi du mot black. Quand je dis un évitement, je ne parle pas de l'intention, ok? Je ne suis pas en train de dire vous évitez le mot parce que, ok? Mais je dis la réalité, c'est que quand on dit black, et je m'inclus là-dedans, parce que moi aussi je l'ai dit pendant très très longtemps, je l'ai dit un peu moins, mais il y a un truc où enfin, je vais emprunter un mot à une autre langue alors que j'ai un équivalent chez moi, quoi. Donc la connotation bizarre ou raciste du mot noir, est-ce qu'elle est factuelle? Est-ce qu'elle est documentée quelque part? Ou est-ce que c'est nous qui, pour une raison inconnue, nous la sommes mise en tête? Et donc, effectivement, il y a un retournement aujourd'hui avec des personnes qui disent bah, en fait, noir, c'est pas une insulte. D'un point de vue racial, c'est dans cette catégorie-là que je rentre, donc tu peux le dire. Après, moi, je dis toujours, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reconnaître que bah, là, j'ai dit ça, et je vois dans ton regard que ça t'a pas plu, manifestement. Et là, on peut discuter. Donc, si le mot black, c'est celui-là qui sort, naturellement chez vous, bah, il est sorti. Ça veut dire à un moment, une fois qu'on s'est dit tout ça, il est sorti. Donc ce qui est intéressant, une fois qu'il est sorti, c'est de pouvoir être attentif et se dire « Ah, j'ai vu à ta tête que », ou alors la personne qui vous dit « Je préfère que tu dises noir », de dire « Ok, j'entends ». Quitte à dire « Ouais, moi ça fait 20 ans que je dis black, je t'avoue que j'ai un peu de mal, mais ok, j'entends et je vais faire des efforts ». Et là, on commence à être dans un truc qui est sympa, parce qu'on commence à construire, à co-construire quelque chose. Okay, plutôt que d'être sur un diktat, et puis quand on dit black, on se dit « Non, j'ai rien dit, hein, non, enfin, je l'ai dit. » Voilà. Donc, juste vous expliquer pourquoi on dit l'un, pourquoi on dit l'autre, ce qui se passe autour de ça, et si c'est black qui est sorti, bah, on en parle. Sur le fait de préciser la couleur de peau de la personne, effectivement, bon sujet aussi.
Et j'en parlais avec une consoeur, parce que moi, j'ai pas d'avis non plus. Moi aussi, je tâtonne un peu là-dessus. Je trouve ça parfois un peu réducteur. Et en même temps, la réalité, c'est que, typiquement, là, depuis hier, si on parle de moi, c'est quand même plus simple de dire, vous savez, c'est la femme noire avec les cheveux crépus qui a parlé de tel truc, quoi. Vous allez me trouver plus facilement, vu la tête de l'Assemblée. Okay, j'ai acheté des boucles d'oreilles dans une boutique et j'avais besoin de rappeler 3-4 jours après, parce que j'avais un souci avec mes boucles d'oreilles. Je dis à la dame, oui, j'ai acheté. Et à un moment, j'ai dit, écoutez, je suis passée vers 15h, une femme noire avec 2 enfants. Je sais, vu la typologie et la démographie de l'endroit où j'étais, qu'elle n'a pas dû voir beaucoup de femmes noires ce samedi-là. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de noter qu'effectivement, on ne le fait pas pour des personnes blanches. Et ça pose aussi le sujet de la marge, de la norme et de la marge. Je sens que j'ai dit un truc qui génère plein de... Ok, je vous écoute. Si je suis en Afrique, je vais appeler la même boutique et dire je suis la femme rousse et blanche qui est passée l'autre jour. Ça dépend du cadre dans lequel. Je crois qu'il faut aussi qu'on. Ce qui est plus important que la façon de décrire quelqu'un, c'est l'intention qu'on y met. Il faut aussi dédramatiser et assumer d'appeler un chat, un gros, un petit, un blanc, un roux. Il faut dédramatiser tout ça, l'assumer et. C'est surtout l'intention qu'on met dans la façon de décrire qui est plus ou moins heurtante ou pas. Je crois qu'on se fait aussi beaucoup de nœuds dans les cerveaux. Moi, je pense que c'est aussi pour décrire quelqu'un, par exemple. C'est vrai que là, en l'occurrence, dans l'Assemblée, peut-être la seule, donc c'est plus facile de décrire comme ça. Si je dois décrire quelqu'un d'autre, dire ah oui, tu te souviens la femme avec les grosses lunettes roses ou en fait, on essaye de trouver le critère physique le plus rapidement possible. Complètement. Et sans que ça soit mal intentionné. Et sans que ce soit mal. Ouais. Ça marche. Et vous vouliez. Non, c'est pas enfin, c'était un peu dans le même sens. Hein. J'ai accouché en Guyane et mon fils était le seul très très blanc, très blond, limite transparent. Donc quand j'allais chercher... oui, parce qu'il était très... Quand je le décrivais pour aller le chercher, c'était plus simple, c'était le bébé blanc de la maternité. Okay. Et donc tout ça pour dire qu'on est très en retard, voilà. qu'on retourne autour de ces notions d'inconfort en fait. Et donc en soi, effectivement, si je suis la seule personne noire de l'Assemblée, dire je cherche Alexia, vous savez, c'est la personne noire qui est passée ici il y a 1 heure, en soi il n'y a pas de sujet. Mais il peut y en avoir un si vous vous sentez inconfortable de dire ça. Okay. Et donc il y a des moments où c'est important, ça apporte quelque chose de préciser que je suis une personne noire, il y a des moments où ça ne l'est pas. Et dernière chose là-dessus, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire, oui, et on ne le fait pas quand c'est des personnes blanches. Ça c'est intéressant. Et donc moi j'essaye de le faire maintenant. Quand on me demande ça, je dis alors elle est blanche, elle est blonde, et ça crée un peu de... Parce que justement on est la norme et on n'a pas l'habitude d'être défini. On est très en retard, donc il faut que je passe... Alexia, non, juste un mot sur asiatiqueté. Et donc asiatiqueté, voilà. Quand je vous dis un asiatique ou une asiatique, vous pensez à quoi comme pays d'origine ? Alors il y a quelqu'un qui fait comme ça, plein de trucs, mais en fait pour les personnes qui n'ont pas fait du non-verbal mais du verbal, j'ai entendu Chine, Japon, et souvent le sud-est aussi, Vietnam, Thaïlande, etc. Alors lié probablement à notre histoire coloniale, hein, mais typiquement tout ce qui est sud-asiatique, l'Inde, le Bangladesh, tout ça, c'est en Asie en fait, on parle jamais de ces personnes-là. Et donc il y a un certain nombre de personnes ces dernières années qui utilisent le mot asiaticité pour dire en fait c'est une étiquette, on dit asiatique mais c'est une étiquette qu'on nous colle, et en fait il y a plein d'autres personnes, enfin voilà, en fait ça veut pas dire asiatique du tout, ça veut dire certains pays d'Asie, et donc pour rappeler le fait que c'est une étiquette qu'on nous colle et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit d'origine asiatique, parce que sinon on prendra en compte d'autres personnes. Voilà, donc effectivement c'est le moins entendu, c'est le moins courant je pense, de tous les termes que j'ai mis ici, et je n'ai pas le temps de parler des autres, mais je suis là à la fin de l'atelier ici. Voilà. Et on va continuer notre voyage dans le temps. Et bien évidemment, on va continuer à engager ces conversations, mais dans le futur cette fois-ci. Et donc, je vais passer la parole à Noémie, qui, vous le disait, vous a préparé des gourmandises du futur. Donc l'idée c'est de se dire ok, on est en 2024, on fait des constats qu'on partage ensemble et qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on a envie de projeter pour demain, pour 2034. Noémie, je te cède la parole. Non mais écoute, je pense que tu as très bien introduit ça. Ok, et peut-être on me dit un mot sur ce qu'on va voir à la slide suivante. Oui. Puisque ça démarre au clic, oui. Donc te fais pas de blague. Non, j'ai bien compris ton gros clin d'œil. Là, l'idée, ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement une projection du constat un petit peu qu'a dressé Alexia. Et on s'est demandé ensemble à quoi ça pourrait ressembler finalement une société en 2034 où ces sujets évoluent aussi.
de manière peut-être amplifiée. Donc ce n'est qu'une proposition fictionnelle, elle est plus là pour ouvrir la discussion et le débat. Donc voilà, prenez vos pop-corn, écoutez, et puis après on en discute. Bonjour Laurence et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ludovic et bienvenue à toutes et tous dans ce journal du jeudi 14 octobre 2034. Alors tout d'abord Laurence, comment allez-vous? Pas trop de dégâts chez vous après la tempête solaire d'hier? Merci Ludovic, chez moi tout va bien, contrairement à ce qu'ont subi de très nombreuses personnes sur tout le territoire métropolitain. En effet, la tempête solaire a momentanément causé la suspension de tous les réseaux 7G. Nous espérons un rétablissement rapide des infrastructures. Les services d'Orange FR sont à pied d'œuvre depuis la nuit dernière. Tout à fait, ce qui nous permettra par ailleurs de rejoindre nos studios. Vous aurez pu constater que nous assurons ce soir ce JT en duplex depuis nos appartements respectifs. Alors Ludovic, passons maintenant aux actus tourisme si vous le voulez bien, et nous commençons avec un prix. Tout à fait, comme vous le savez Laurence, se tenait la semaine dernière la 30e édition des Rencontres du tourisme de Pau, où a été remis le prestigieux prix du tourisme inclusif. Et c'est la ville d'Amsterdam qui en a été la lauréate cette année. Cette catégorie avait été créée dans le cadre d'une stratégie de discrimination positive touristique pour inciter et récompenser les destinations européennes les plus accueillantes pour les touristes racisés, issus des minorités sexuelles ou de genre. En effet, cela faisait suite aux restrictions d'accueil dans les destinations qui connaissaient ce phénomène que l'on appelait à l'époque le surtourisme et qui les avait amenés à repenser totalement leurs actions en matière d'accueil et de promotion. Et on en profite, Laurence, pour passer un salut amical à la ville de Lyon qui avait remporté ce prix en 2027 pour leur belle politique d'accueil des personnes LGBTQIA+. Sans transition, mais tourisme toujours, c'est la ville de Bordeaux qui fait parler d'elle. Et oui, Bordeaux Tourisme et Hospitalité a tout d'abord été salué par les associations et différentes personnalités politiques pour sa nouvelle campagne de communication qui met en avant des touristes racisés. Cette campagne fait la promotion des tout nouveaux parcours de visite imaginés sous le prisme de l'histoire coloniale de la ville. Un bel effort d'inclusivité qui n'a pas été au goût de tout le monde, Ludovic. En effet, Laurence, de nombreuses voix issues de l'extrême droite au pouvoir se sont élevées pour dénoncer une action post-wokiste. Les réseaux sociaux de Bordeaux Tourisme et Hospitalité ont été submergés par les commentaires haineux, les comptes ont été fermés et une plainte pour incitation à la haine raciale vient d'être déposée. Réseaux sociaux encore et bénéfices records cette année. Il s'agit effectivement de Inclusive Holidays and Leisure, l'entreprise de la tech qui édite les micro-influenceurs virtuels comme le Lonely Planet for Asian People ou le Routard LGBTQIA+. Le chiffre d'affaires d'Inclusive Holidays and Leisure ne cesse de grimper et on parle même d'une probable entrée en bourse à l'horizon 2035. Et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Anne Kerdy, la première influenceuse touristique régionale générée par intelligence artificielle. C'était en 2023. Elle a fêté récemment ses 10 ans d'activité. Ludovic, nous terminons ce journal par un chiffre. Tout à fait, Laurence. L'OVM, l'Observatoire des violences faites aux minorités, vient de publier son rapport annuel sur le tourisme, où il apparaît que les violences verbales sont encore en hausse cette année de 17%. Un chiffre qui s'explique en partie par la généralisation des remontées d'incidents via les OGD, mais qui ne doit pas cesser de nous alarmer. Ludovic, merci pour cette édition et très bonne soirée à vous. Très bonne soirée à toutes et à tous et à demain, Laurence. À demain, Ludovic. On n'a pas forcément le temps de tout détailler ce qu'il y avait dans cette petite vidéo. On va simplement faire des petits focus sur des idées
Mais voilà, si vous voulez la re-regarder, parce que c'est vrai qu'il y a plein de petites idées aussi, vous pourrez la retrouver dans le support qui sera transmis après. Ce qu'on vous propose, c'est d'extraire des idées qu'on a soit prises dans la vidéo, soit qu'on a un petit peu extrapolées en se demandant « et si demain, finalement, à quoi ça pourrait ressembler dans votre univers de travail, finalement, ces nouvelles questions, ces enjeux, et comment est-ce qu'ils peuvent être appréhendés ?» Et donc, on a 3 propositions fictionnelles à vous faire. Et ce qu'on vous propose, c'est du coup d'ouvrir une conversation dessus en se disant effectivement que ce n'est pas une prédiction, c'est plutôt là pour ouvrir un débat et se demander finalement à quoi ça pourrait ressembler demain, qu'est-ce qu'on pense probable et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi pour donner aussi un sens à ces sujets dans l'industrie du tourisme. Donc, la première proposition qu'on voulait vous faire, c'est finalement, si vous vous souvenez dans le petit JT, là on parle des violences verbales, de fait effectivement qu'il y ait la prise en compte de plus en plus structurée de ces sujets. Et donc on voulait vous proposer une première projection fictionnelle qui serait en fait un référent discrimination dans les offices de tourisme. Et donc ce serait effectivement quelqu'un qui serait là pour finalement s'assurer de l'égalité de traitement des touristes. Donc quelqu'un qui soit finalement, qui s'assure que chaque territoire respecte les touristes et leur identité. Donc si vous avez envie de postuler potentiellement, ce serait, donc vous seriez amené du coup à créer une communauté de professionnels du tourisme qui serait accueillante vis-à-vis de toutes les identités. Donc là on a élargi le sujet plus loin que les discriminations raciales. Vous voyez, chemin faisant, on y arrive. Et puis du coup, quelqu'un aussi qui serait du coup responsable de l'accueil et de la gestion de la safe place, discrimination, donc que ce soit vis-à-vis du racisme, du sexisme, du classisme, de l'agisme, du validisme, et du coup d'avoir effectivement un accueil des touristes sur place, un déploiement peut-être d'un numéro d'urgence, une mise en place de politiques de médiation et de sanctions peut-être, des remontées d'incidents au niveau national. Donc voilà, ça serait effectivement peut-être un nouveau type de poste qui pourrait émerger dans les offices de tourisme. Donc ceci est une proposition fictionnelle et donc on voulait ouvrir la discussion avec vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous semble probable? Est-ce que ça vous semble souhaitable? C'est peut-être juste une blague, comme tu es assis à côté d'elle, mais ça commence vraiment par la région PACA. Ah oui, je l'avais noté également. C'était ma petite touche un peu provoque pour dire que c'est les derniers à le faire, peut-être. Je vais peut-être avoir du mal à mettre les phrases, les mots correctement, mais la lutte contre les discriminations, elle est déjà engagée sur certains champs. Moi, j'ai travaillé dans une autre vie pour la Fondation Agir contre l'exclusion, qui justement permet aux entreprises d'une manière générale, et nous sommes des entreprises, de s'engager concrètement au-delà de la signature d'une charte, qui permet aussi de couvrir un champ plus large, le plus large possible. Au niveau des discriminations, on a parlé de différence hommes-femmes, le handicap est aussi important. Donc peut-être que de réduire ce référent discrimination à la manière dont vous l'avez décrit est peut-être trop réducteur à mon goût. Je rappelle, on a bien classisme, agisme, validisme, sexisme, racisme. Donc il y a vraiment en effet cette exception qui se veut assez large. Mais en tout cas, merci de rappeler qu'il y a déjà des choses qui sont faites, qui sont prévues. Il y a des dispositifs qui existent. Là, on essaye de pousser un peu le curseur en effet. Christophe? Après, j'ai une vraie interrogation sérieuse. Hier, on a commencé les ET en disant qu'il semblerait que les hommes soient plus écoutés que les femmes, même si je suis venu ce matin, moi je trouve ça super ce que vous faites et je vous écoute complètement. Ceci dit, on est combien là à l'atelier? Il y a combien de gars? Merci pour la remarque. Absolument, on a remarqué qu'il y avait que des meufs jusqu'à ce que tu arrives, puis David, etc. Oui, vous êtes en effet, ouais, vous êtes minoritaire, tout à fait. Donc, si on imagine qu'ils sont un peu plus écoutés, je t'en dis peut-être qu'ils ont un petit peu plus d'influence. Il faut peut-être s'en servir pour agir. Et ils ne sont pas là, mes collègues. Les alliés. Comment? Les alliés. Ouais. Tout à fait, Alexia pointe le fait. Peut-être que c'est notamment à vous trois d'avoir un peu cette co-responsabilité, d'aller chercher un peu un par un. Je ne te cache pas. Vous révolter encore plus. Comment? Puis vous, de vous révolter encore plus. Franchement, je trouve que ça va, là. Vraiment, mon point de vue. C'est un moment, bref, on
va se recentrer. Alors je suis désolée parce que je vais être cette personne pénible qui regarde la montre et qui du coup voilà, Noémie me fait les gros yeux. Oui, il y avait, j'avais vu. Oui, c'est toi, vas-y. Juste une intervention par rapport à ce que vous avez dit, monsieur. C'est vrai qu'on a déjà des actions mises en place par rapport à ces questions pour l'inclusion. Mais comme on a depuis quelques années des pôles RSE qui se créent, on peut très bien avoir des pôles discrimination, parce que c'est une vraie question et je pense qu'une personne dédiée à ça à temps plein, c'est vraiment important parce que sur tous les domaines, en fait, que ce soit du racisme, de l'agisme, enfin, les mobilités réduites, etc., on a vraiment beaucoup de choses encore à faire pour arriver à un niveau d'égalité et que toutes les personnes se sentent vraiment concernées par toutes nos actions. Merci. Oui, ce que j'allais dire, hein, parce que moi, dans mon office, on commence à rentrer dans le RSE. Moi, du coup, du web, je vais passer côté RH. Donc, la QVTC, tout ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, oui, je vais dire, on peut vraiment intégrer ça et c'est chouette de penser à ce métier. Et après, c'était juste question de vocabulaire, parce que le validisme. Les personnes valides qui ne sont pas porteuses d'un handicap. Voilà. Non mais pardon, vous avez raison, parce que c'est vrai que parfois on se met finalement à jargonner et c'est anti-productif, donc merci de cette réflexion. Noémie, peut-être donc ça c'était la première proposition. On a une main levée avec pleine d'intention et je ne peux pas ne pas la regarder. Moi, il me semble aussi qu'il y a les délégués du personnel qui sont là quand même, parce que référent discrimination, moi je suis au CSE à l'ADT, et en fait s'il se passe ce genre de cas, il faut remonter en fait aux délégués du personnel. Je ne comprends pas trop pourquoi on doit mettre en place ce genre de Là c'est vis-à-vis des touristes. D'accord, ok, pardon. Désolée. Non mais c'est complémentaire effectivement. Et c'est intéressant de voir qu'il y a déjà plein de choses qui existent effectivement, qui sont un peu les briques d'un puzzle. L'idée, enfin en tout cas, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on va vers une direction où il va y avoir encore plus de structuration et finalement une intention peut-être encore plus forte. Voilà, c'est la question qu'on pose, sans forcément dire que c'est la voie à prendre absolument, mais c'est une piste qui peut être intéressante. Je vais laisser la parole à Alexia pour la proposition fictionnelle suivante. Je lui éteins le micro et tu vois, tu as le bouton là. Voilà. Tu lèves le bidule. Non, ouais, toujours pas. Si, oui, bon. Ok, génial. On avait imaginé un label. Alors, vous êtes habitués aux labels, aux chartes, etc. Donc, label éclat. Éclat pour engager et clairement antiraciste dans le tourisme. Vous avez vu, on a bossé. Voilà, créé en 2028 par décret présidentiel pour engager les OGD dans une démarche antiraciste avec un certain nombre d'axes qui sont évalués en fait pour chaque OGD. Et ce que je vais vous demander, globalement, on part du principe que pour obtenir cette certification, on ne va pas faire le QR code parce qu'on est un peu en retard. Donc on va le faire encore une fois de manière très, très technologique à la main. Mais ce que je vais vous demander sur chacun de ces axes que je vais développer après, c'est vous, l'endroit où vous travaillez aujourd'hui, là, en 2024, qui pense que son institution, son organisme, son office, obtiendrait plus de 3 sur 5 sur cet axe-là, okay, juste à la main levée, comme ça. Parce qu'on part du principe que pour obtenir la certification niveau 1, il faut être au moins à 3 sur 5 sur chacun des axes, d'accord? Donc on va se le faire comme ça pour voir où on est. Je vois des gens, j'ai pas encore commencé à lancer le vote, je vois des gens qui sont là genre, nous on passera jamais le truc, laisse tomber. Ok. Mais j'imagine que vous avez l'habitude sur les labels, les certifications que vous avez déjà, de faire un premier truc à blanc. En général, on est mauvais, c'est normal, c'est le début. Et puis on travaille, on identifie des axes et puis après on est bon. Donc on garde espoir, ok? On garde espoir. Il va être mis en place en 2028, donc ça nous laisse 4 ans pour bosser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans quelle mesure le personnel de votre OGD est-il informé et compétent sur le sujet du racisme? Alors, on a précisé ce qu'on appelle informé et compétent, connaître le cadre légal, connaître les mécaniques des stéréotypes, savoir ce que c'est le racisme ordinaire. Qui pense que là-dessus, son OGD pourrait être à 3 sur 5 ou plus? Une personne dans l'Assemblée. Est-ce que vous voulez nous dire 2 personnes? Quel OGD qu'on sache où aller chercher les bonnes pratiques? Vous êtes de quelle région? Le Loire dans le film pour les campagnes LGBT. Oh my god, très bien. Il y a des gens qui lèvent les sourcils, mais je ne dénoncerai pas. Et vous, vous êtes... Je rebaisse mon bras face à... Vous déclarez, d'accord, vous déclarez Jean-François. Ça marche.
Toujours sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure les campagnes et les supports de communication de votre OGD, au cours des 12 derniers mois, montrent des personnes non blanches? 3 sur 5. Oui, vous, une personne qui lève la main. Vous êtes où? Vous êtes... L'île de la Réunion. Vous trichez un peu. Cash. Ça marche. Merci à vous. Effectivement, on a peut-être sur beaucoup de choses, on est en contexte, effectivement, France hexagonale, on aurait pu préciser, mais c'est intéressant. Troisième question, dans quelle mesure le personnel de votre OGD est-il outillé pour réagir en cas de plainte d'un touriste ou d'une touriste pour discrimination raciale? Quelqu'un qui débarque en disant « je suis allé dans tel resto, je suis allé dans tel hôtel et j'ai été victime d'une discrimination raciale », est-ce que les personnes dans votre OGD savent comment réagir? Est-ce qu'elles sont outillées? Elles savent ce qu'elles doivent faire? Elles ont les outils, le réflexe? Qui dit 3 sur 5 au moins? Non? On a des outils de gestion de problèmes et ça peut rentrer dedans, à mon sens, quoi, dans les démarches qualité. D'accord. Vous avez des outils plus généralistes, ça pourrait rentrer dedans. Qui rejoint Madame là-dessus? Oui, donc vous avez des outils qui pourraient marcher. Ok. Les démarches qualité, vraiment, c'est identifié. C'est pas identifié en tant que tel. En effet, dans le référentiel qualité, il y a le fait qu'il faut avoir la possibilité de mettre en place un dispositif de collecte et de gestion de plaintes. C'est vrai que moi je suis une ancienne directrice d'office, plus traditionnellement on l'entend comme mon hébergeur s'est mal comporté, il n'y avait pas de serviette et il n'y avait pas d'eau chaude et que sais-je. Après, en effet, c'est aussi pour ça qu'on tire le fil là, avec le référent discrimination, de se dire comment est-ce que... Moi, je vous renvoie à ce que disait hier Loïc dans le cadre de la conférence MEF, qui dit est-ce que le DURP, est-ce que tous ces documents, est-ce qu'on ne peut pas presque finalement un peu les éditorialiser de manière à se dire est-ce que je me mets à la place de Pauline, conseillère en séjour, est-ce que je me mets à la place de Céline, qui fait l'accueil presse dans des hôtels tardifs avec des boomers. Pardon, je force le trait, mais j'adore faire ça, vous le savez. Donc voilà, ici on pousse les curseurs un peu fort, exprès, pour juste essayer de s'allumer des cases, et moi la première, sur ces questions. Quoi. Et dans la notion d'outiller, effectivement, il y a outil, évidemment, mais il y a aussi posture. Et typiquement, dans le cas d'une discrimination raciale, voilà, il n'y avait pas d'eau chaude, je le note quelque part, évidemment, j'imagine que quelqu'un, au moment, le lit et appelle en disant qu'est-ce qui se passe, il n'y avait pas d'eau chaude chez toi la semaine dernière. Discrimination raciale, il y a une loi, il y a une possibilité de porter plainte. Est-ce que, quand je parle d'être outillé, c'est d'aller jusque-là en fait. Je ne sais pas si c'est vous qui portez plainte ou si vous orientez la personne vers la bonne personne, mais ça va plus que le rentrer dans un outil. Quoi. Si on tire vraiment le trait en disant allez, on est en 2028, on est chaud et on est en première ligne. Donc intéressant en tout cas de voir ce qui ressort, ce qui existe déjà et quels sont les traits qu'on peut tirer encore. Dans quelle mesure le personnel de votre GD est-il lui-même représentatif de la population française d'un point de vue ethno-racial? Qui pense être à 3 sur 5 au moins là-dessus? Ok, une personne, une deuxième, une troisième, 4. Ok, 4-5 personnes. Très bien, intéressant. On en a un peu parlé hier. Hein. Alors j'ai croisé des gens aussi hier à la soirée qui m'ont dit « Mais c'est vrai, ça, il faut qu'on en parle à notre DRH, parce que je ne sais pas, hein. On a une personne à l'informatique, mais c'est vrai que sur les sujets, sur l'accueil en lui-même, on a personne. Qu'est-ce qui fait ça ? Je pense que c'est les CV qu'on reçoit, mais qu'est-ce qui fait ça ?» Et je leur disais « Vous êtes au premier step hyper intéressant, on se pose la question d'où ça vient en fait ? D'où ça vient? Est-ce qu'on ne reçoit pas de CV des personnes non blanches? Pourquoi? Est-ce qu'on en reçoit, mais pourquoi on les retient pas en fait en entretien? Est-ce que c'est ce qu'on raconte dans nos fiches de poste? Est-ce que c'est le fait de recruter sur tel diplôme et en fait on est sur des filières où de toute façon il y a peu de personnes non blanches? Mais voilà, et c'est le questionnement qui est intéressant. Tant qu'on ne s'est pas posé la question, par définition on n'avance pas trop. Et dernière question pour vous, dans quelle mesure votre GD recense-t-il les incidents ou les plaintes, donc là on va peut-être reboucler avec l'outil, mais recense-t-il les incidents ou les plaintes liés à des situations de discrimination ou d'exclusion à caractère raciste? Est-ce que vous avez un endroit où vous écrivez, vous dites voilà, aujourd'hui Alexia est venue et elle s'est plainte parce que telle personne lui a mis la main dans les cheveux sans lui demander son avis, donc je le note ici. Vous avez ça? Écoutez, moi je vous propose d'y réfléchir dans votre tête et comme ça on va passer à la suite. Je suis très Merci d'avoir joué le jeu. Excuse. Merci Alexia, je suis désolée, il est tard. Malheureusement, on pourrait passer la matinée ensemble. Noémie, je te laisse présenter la troisième proposition fictionnelle. Alors là, pour cette troisième et dernière projection fictionnelle, on a poussé le curseur très loin et on s'est demandé finalement si on n'arrive pas forcément à changer les gens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en solution un peu radicale pour traiter ces enjeux de discrimination.
Donc prenez-le un peu, voilà, comme justement je parlais des petits bonbons du futur, voilà, c'est un petit peu dans cette tonalité-là qu'on vous invite à le prendre dans une optique peut-être un peu plus dystopique en réalité. Vous avez réussi le label diversité, minorité et empathie, mais son application s'avère difficile au quotidien. Votre personnel d'accueil n'arrive plus à gérer son stress et ses émotions. Empathie Box est faite pour vous. Ce kit complet sera le meilleur allié de vos référents discrimination. Découvrez votre casque VR qui permet de ressentir comme si vous le viviez réellement une situation de violence faite aux minorités. Insultes raciales, humiliations sexistes, blagues générationnelles. Nous vous offrons également un accès H24 et 7 jours sur 7 à notre service de gestion des violences pour des séquences express de méditation en pleine conscience. Et pour une empathie 100% maîtrisée, pour ne pas se laisser submerger par les remontées quotidiennes d'incidents, nous ajoutons une pilule à prendre chaque semaine. N'attendez plus et commandez vous aussi votre Empathie Box au 0800 903 904 905 12. Donc on va peut-être pas ouvrir de débat là-dessus, je sais pas si ça, sauf si ça vous évoque quelque chose vraiment de spécifique. Comme ça, Laurence va être contente et je gagne un petit peu de temps. Ça va ? Je pense que on peut. Moi, franchement, ça m'intéresse de. Je vous ai vu rire. Je sais pas si vous avez ri jaune, vert ou bleu, mais. Je pense qu'on peut. En fait, je vois qu'il n'y a pas des foules en délire qui partent au café derrière, donc je pense que on peut. Voilà, on se dirige en tout cas doucement vers la fin de cet atelier. Mais est-ce que vous avez des réactions sur cette publicité pour l'Empathie Box du futur? Quand c'est un peu creusé la tête en fait à écrire, parce que peut-être. Moi, je sais qu'en ce moment, on parle pas mal de ce terme d'empathie. Et c'est une vraie question, j'en discutais avec un intervenant pour un autre événement, qui me disait, mais en fait, j'emploie jamais ce terme d'empathie parce que je le trouve condescendant. Et lui, il parle plutôt d'attention, de sollicitude. Et c'est vrai que quand on s'est mis à travailler sur... autant le JT, il a été facile à écrire, autant la pub pour l'Empathie Box, on sentait que c'était un peu... On était moins à l'aise, parce que d'un coup, on était là, mais en fait, finalement, empathie pour qui? Est-ce que là, vous voyez, c'est comment est-ce que les salariés des OGD demain peuvent gérer leur propre empathie par rapport à des violences? Et finalement, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous pose question. Enfin, quand j'ai dit empathie, c'est bizarre, j'ai peut-être un peu opiné. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette notion d'empathie qui rentre dans nos métiers? L'empathie, moi j'ai eu le cas dans 2 offices, on va dire. Il y a des gens qui sont en situation de handicap qui ne veulent pas être reconnus, vraiment. Des fois c'est visible, j'ai un cas où c'est visible, il ne veut pas être reconnu, des fois c'est pas visible, il a refusé même le placement de travailleur handicapé parce qu'il ne voulait pas être marqué travailleur handicapé. L'empathie, je ne sais pas à quel point ça peut être bien. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent surtout pas. Mais l'empathie, c'est de comprendre qui te dit ça. Ouais. Pardon, je répète, l'empathie, c'est de comprendre qu'ils ne veulent pas de l'empathie. Ce serait ça un peu. L'empathie, c'est comprendre la posture de la personne par rapport pour leurs problèmes et surtout pas. Donc ça veut quand même dire faire l'effort de se mettre un peu à la place de cette personne et de comprendre quel est son rapport avec son handicap. Et en l'occurrence, qu'il y a un rapport où on n'en parle pas et c'est ok comme ça, quoi. Ouais. Et ouais, il faut en être conscient aussi, il y a ça. J'ai beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on ouais. Ça, c'est pas la pitié, c'est ça. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce qu'on dit. Moi, je suis triste de me dire que ce terme-là, visiblement, est lui aussi galvaudé. Enfin, l'empathie, c'est... Après bienveillance et résilience, oui, tout à fait. C'est des gens qui ne sont pas condescendants du tout, l'empathie. Non, mais c'est... Enfin, moi, j'ai pas d'avis sur la question, je vous le partage, et c'est vrai que oui. Là, on pourrait faire un atelier complet sur la confiscation du langage aussi, c'est une vraie question, mais David, tu es... On est là peut-être pour trouver des solutions, enfin pour amorcer des solutions, et que d'être en capacité de se mettre à la place d'eux, c'est déjà peut-être un premier pas. Parce que finalement, on va peut-être, entre guillemets, prendre des solutions de blancs qui ne correspondront pas forcément à... Voilà, Oui, on se tourne vers Alexia parce que on est...
Alexa, qui est notre référente ultime, le maître après le maître Yoda du futur, le maître Yoda de l'inclusion. Non mais c'est clairement, tu dis un truc qui est hyper important, qui est de dire en fait, on va faire des solutions de blanc, allons parler avec les personnes concernées en réalité, arrêtons de prendre des décisions. Tu vois, les personnes concernées, entre guillemets, on ne les a pas dans nos structures. Voilà. Tu vois, on a fait le constat. Donc moi, depuis hier, je me dis, mais comme tu dis, au fond de la création, c'est quoi le truc, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement, c'est un des sujets dont je parlais hier, c'est que le fait d'avoir peu de diversité dans les instances de décision fait que mécaniquement les décisions qui vont être prises vont pas mal ressembler aux personnes qui les ont prises. Donc ça c'est vrai un peu partout. Et à partir du moment où on parle d'un marché, d'une clientèle, d'un périmètre sur lequel vous intervenez, une façon de faire, c'est d'aller chercher ces personnes-là. C'est-à-dire que soit on va les chercher de manière durable en les recrutant, soit on va les chercher, on teste une campagne de com, on a des personas. En marketing, c'est un truc qu'on fait tout le temps en fait. On dit, voilà, ma destination, je vais la promouvoir auprès de familles, je vais prendre un panel de familles, je vais leur demander ce qu'elles pensent. Donc ma destination, je me rends compte, je me demande si des personnes non blanches se reconnaîtraient dans cette destination, voudraient y aller, je vais faire un panel de personnes non blanches. Alors ça c'est la version très... Voilà, je vais aller, il y a des agences qui font ça très bien, je vais dire, je veux des personnes qui sont non blanches, etc. Ou alors, je vais dire, je connais tel influenceur ou telle influenceuse qui a une communauté de personnes afrodescendantes ou asiadescendantes ou je ne sais pas quoi, et donc je vais me rapprocher de cette personne-là, faire un partenariat pour qu'elle fasse des contenus qui vont aller toucher cette population-là, comme les gens vont commenter, liker, vont dire, ça va me permettre aussi d'avoir un retour et de dire, voilà, il y a 20% des personnes qui trouvent que quand même... Il faudrait raconter aussi pourquoi il y a du rhum dans le gâteau nantais et comment s'est faite la rencontre avec le rhum. Et donc comme ça, c'est une information que j'ai et je le sais pour mon blog ou pour je ne sais quoi de mon OGD. Donc Alexia, voilà, si on ne peut pas recruter, on peut quand même aller... La plus chercher. incoupable qui m'ait été donnée. Alexia, elle a une technique, elle commence une phrase et elle va tout chose. Des virgules, jamais de point. Merci, je suis tellement désolée de te couper, mais il faut que je libère ces personnes. Mais avant, juste un mot de conclusion avec Noémie. Et puis après, je vais juste vous demander un dernier truc qu'on va partager ensemble. Et après, il y aura du café là-haut. Noémie, si tu veux nous dire un mot de conclusion. Ouais, moi, ce que ça m'a inspiré, vraiment, cet atelier, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant parce que c'est pour ceux qui étaient là à l'intervention hier, je parlais des éléphants noirs. Donc, ce qui est c'est pourquoi on est dans le déni en fait. Et vraiment ce qu'Alexia elle a contribué à faire, je pense, sur le sujet là, c'est aussi de poser des ordres de grandeur, de nous sensibiliser à une manière de voir. Et donc je voulais vraiment vous remercier d'être venus parce qu'en fait les éléphants noirs c'est le truc le plus dur à chasser. Et donc ça fait partie aussi de ce processus aussi de s'intéresser à des choses pour lesquelles on est, c'est plutôt dans les angles morts et d'avoir cette curiosité là. Donc moi je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé à l'atelier voilà pour ça et vraiment merci beaucoup pour cette conversation que j'ai trouvée vraiment hyper riche. Merci beaucoup Noémie. Je vais vous proposer une dernière chose que moi j'ai expérimentée il n'y a pas longtemps et qui m'a beaucoup marquée. Du coup j'avais envie de qu'on partage ça ensemble. Je vais vous inviter à vous lever et à chacune trouver votre binôme, la personne qui est à côté de vous. L'idée c'est, Noémie, est-ce que tu veux bien faire le patient zéro s'il te plaît, parce que c'est beaucoup plus facile à montrer qu'à expliquer. En fait, ce que je souhaiterais c'est que vous puissiez prendre 2 secondes chacune là pour réfléchir à ce que vous garderez, une chose que vous garderez avec vous de ce moment, de cette conversation, et puis de vous tourner comme ça. Est-ce que venez comme ça, voilà. Et là, en fait, de se le dire à l'oreille comme ça, de dire à l'autre à l'oreille. Elle a trouvé ça trop bien. J'ai ventilé son secret. Voilà. Et prenez juste ce temps-là de se dire l'une à l'autre, l'une puis l'autre, ce que vous garderez de ce moment avec vous. Voilà, je vous laisse faire ça. Il a